Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine dans Data Buzzword, on va traiter d'un phénomène de société qui est la reconnaissance faciale. C'est un sujet clivant et pourtant il faut s'intéresser aux fondamentaux de la techno qui se passe derrière pour s'en faire un avis. On va faire une série de 3 vidéos. La première sera la théorie, c'est celle-ci, elle dure à peu près 20 minutes. La deuxième sera une vidéo de pratique qui sera plus courte puisque l'algorithme est relativement simple à implémenter. Et la troisième vidéo, elle, sera sur un cas à grande échelle pour faire de l'OSI, de l'Open Source Intelligence. On y va ? Générique. Alors je vous l'expliquais en intro, la reconnaissance faciale, c'est un domaine un petit peu particulier. Oui, je vais vous reprendre le cours qu'on a fait sur les réseaux de neurones. Je vais le reprendre très rapidement et vous allez voir la grande différence entre des réseaux de neurones classiques ou des systèmes de reconnaissance d'images classiques et la reconnaissance faciale, parce qu'il y a une énorme différence. Oui, vous ne pouvez pas classifier 7 milliards d'individus et vous ne pouvez pas rajouter à la base de données des nouveaux individus qui arrivent. Ça, vous allez voir, ça fait vraiment toute la différence sur la manière dont on va le traiter. Donc pour commencer, on va regarder un réseau de neurones classique. Donc un réseau de neurones classique, c'est globalement des images en entrée qui vont passer dans un réseau de neurones. Alors je parle de réseau de neurones, mais ça pourrait être toute autre sorte d'algorithme. Les réseaux de neurones vont être là, ils vont se parler entre eux. Voilà. Et en sortie, ce qui va se passer, tac, je fais encore une petite couche. Et en sortie, ça va me faire une classification. Par exemple, vous allez dire c'est l'objet A, l'objet B ou l'objet C. Ça, c'est comment fonctionne un réseau de neurones classique. Le problème, quand je fais de la reconnaissance faciale, c'est que les individus, il y en a tous les jours à rajouter dans la base de données. Et je ne peux pas me permettre d'entraîner un nouveau réseau de neurones à chaque fois qu'un nouvel individu rentre dans mon espace. Et ça fait une grosse différence. Pourquoi ? Les réseaux de neurones classiques vont rajouter une nouvelle classe, vont tout réentraîner et vont me dire, je vais avoir la classe D par exemple. Donc le nouvel élément D. En reconnaissance faciale, on va fonctionner un petit peu différemment. On va avoir des individus, par exemple A, B et C, ici, et on va s'intéresser non pas à la toute dernière couche, donc la dernière couche de classification, qui serait ici, ça c'est la dernière couche de classification. Non. Nous, en reconnaissance faciale, on va s'intéresser à l'avant-dernière couche, juste celle-ci que je viens de mettre en orange. Et ce qu'on va regarder, c'est la représentation vectorielle, comme on dit, de l'image, du visage. On va reprendre ça, donc ça va ressembler à une grande matrice de nombres, avec, on va dire qu'ici, c'est le neurone, alors petit a, petit b, petit c, donc on va dire petit a, petit b, petit c, petit d, etc., etc., etc. Et donc je vais avoir plein de valeurs, en gros, qui vont me dire, petit a valait telle valeur pour l'individu A. Pour l'individu B, la valeur A, petit a valait une autre valeur. Pour C, la valeur A en orange valait une autre valeur, etc., etc. Donc si je fais un exemple, l'individu A, admettons que la valeur A ici, ça va être 128. Pour l'individu B, la valeur A, ça va être 96. Et l'individu A, C, ça va être l'individu, ça va être 58. Par exemple. Donc ça, on va juste mettre une image dans le réseau de neurones, dans le système de reconnaissance, on va le passer, on va juste extraire la représentation, donc les poids mathématiques. C'est juste ça qu'on va faire. Donc là, vous allez avoir plein de valeurs, tac. Et ce que je vais stocker en base de données, ce n'est pas un modèle de réseau de neurones classique, c'est uniquement la représentation vectorielle de l'avant-dernière couche. Ok ? Alors je dis l'avant-dernière couche, en tout cas de l'algorithme. On va récupérer en base de données une représentation vectorielle. On ne va pas faire un système de classification de bout en bout comme on fait d'habitude. Et donc, la partie bleue ici, ça devient ma base de données avec ici l'individu. Ça, c'est le nom de l'individu. Et ça, c'est sa représentation. Représentation. En anglais, la représentation, on appelle ça un encoding. Et c'est ça, nous, qu'on va regarder et qu'on va garder en base de données. Donc maintenant, un nouvel individu D arrive, je n'ai pas besoin d'entraîner. Le nouvel individu D arrive, donc je le rajoute dans ma base de données, c'est très simple. D arrive, je le passe dans le système, je vais regarder sa représentation sur la couche orange ici, et je vais venir
tout simplement ajouter une ligne en disant D, et les valeurs que j'ai eues, c'est 64, 22, etc., 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 jusqu'à la fin de la ligne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je veux faire de la reconnaissance en tant que telle? Eh bien, un individu arrive dans une image, ici, il y a plusieurs personnes, hop, et il va y avoir globalement 4 étapes qui vont se passer. La première étape, elle va être d'extraire le visage, de les reconnaître et de les extraire. Donc, la première étape, c'est que je vais scanner l'image et extraire les visages. Une fois que j'ai extrait ces visages, donc je sais que j'ai extrait 4 visages de l'image. Ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre et je vais les encoder. Alors, juste avant l'encoding, on va essayer de les mettre à plat quand même. Donc, un visage de 3/4, on va essayer de ce qu'on appelle le normaliser. On va essayer de l'aplatir pour que globalement, on ait tous à peu près le même référentiel, c'est-à-dire à peu près la même taille de visage et à peu près tous les mêmes traits physiques qui nous représentent. Donc là, ce que je vais faire ce qu'on appelle encoding. Qu'est-ce que c'est que l'encoding? C'est super simple. On va dire que ça, c'est l'individu, je vais prendre alpha. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, changer de couleur, je vais prendre du vert foncé. Je vais prendre l'individu alpha. L'individu alpha va passer dans ce réseau neurone. Je vais récupérer sa représentation ici, la représentation sur la couche orange. Je vais regarder à quoi ça représente et je vais tomber sur des chiffres, par exemple 127, 22, 58, etc., etc., etc. Et ensuite, très très simple, je vais juste parcourir ma base de données et je vais chercher laquelle de ces représentations, donc ces encodings dans la base de données, la distance entre chaque point, donc on va dire, je vais faire 127 moins 128 par exemple, pour comparer la première colonne avec la première colonne. Je vais faire, alors admettons qu'ici il y a un chiffre qui était, allez que c'était 23. Pour lui, donc pour le premier, je vais dire ça. Pour le deuxième, je vais dire que c'est 22 moins 23. Donc du coup, ma différence c'est 1, ma différence c'est 1, etc., etc., etc. Je vais faire pour la totalité. Et je vais dire ici, ma différence au total, ça va être par exemple 2. Ici, ça va être 128. Ici, ça va être 433. Ici, ça va être 521. Très simple. Je vais regarder la distance minimale. Donc, hop. Qui est 2. Donc, je vais regarder celui qui a le moins d'écart avec l'individu alpha. Et je trouve que c'est la première ligne. Ce qui veut dire que l'individu alpha a une distance, ce qu'on appelle une distance tout simplement, distance, on pourrait dire une distance euclidienne, entre son encoding et l'encoding dans la base de données de l'individu A, et je vois que la distance elle est très faible, ce qui veut dire que alpha est la personne A. Tout simplement. Donc vous avez vu le concept que en une seule représentation, donc ça veut dire qu'avec une seule image d'une personne, très important de le comprendre, vraiment différent comme approche par rapport au deep learning classique. Avec une seule image d'une personne, j'ai été capable d'apprendre et d'entraîner un système à reconnaître un objet. C'est quand même, très franchement, c'est quand même incroyable. Ça s'appelle ce qu'on appelle du one-shot learning. Et il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus, sur ces choses-là. Donc ensuite, je peux prendre le deuxième individu que j'ai trouvé, je vais appeler bêta, je vais le passer en système, on va scanner, on va trouver peut-être un autre individu, ou alors pas d'individu. Donc ça, c'est pour la manière, le fonctionnement général. Donc ne vous étonnez pas, quand on va faire la deuxième partie de la deuxième vidéo, où on codera nous-mêmes ce système de reconnaissance faciale, de vous dire, donc c'est un fonctionnement assez intéressant, assez un peu bizarre. En réalité, la représentation en général que vous allez trouver dans les papiers de recherche ou dans la littérature, je veux dire plutôt simplement de façon plus générale, vous allez avoir deux réseaux de neurones qui sont en fait identiques, qui sont jumeaux entre guillemets, puisqu'ils sont identiques. Et ces réseaux de neurones, on va avoir entre guillemets ma base de connaissances, hop là, connaissances. On va avoir l'individu alpha, et ce qui va se passer, c'est que ce réseau de neurones, il est identique des deux côtés. Okay, c'est le réseau de neurones A, et ici, c'est le réseau de neurones A. Okay,
Ici, on va récupérer ce qu'on avait dit, les encodings. Ici, on va récupérer l'encoding du nouvel individu. Et on va comparer, on va chercher à minimiser la distance. Ok, ça c'est, je vous ai remis en high level ce que ça représentait. Vous savez comment ça s'appelle? On manque pas d'imagination, hein. Ça s'appelle des réseaux siamois. Des réseaux siamois. Siamese Network, ça se dit en anglais. On va dire des réseaux siamois. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que peut-être dans la reconnaissance d'images, dans le futur, vous vous direz, c'est cool, les réseaux de neurones et tout ça. Mais en fait, les réseaux siamois, ça peut être aussi très très intéressant et pour apprendre très très vite. Maintenant, bon, j'ai parlé des réseaux neurones. En réalité, il n'y a pas que les réseaux neurones. Il y a plusieurs manières de faire la reconnaissance faciale, d'extraire ce qu'on a appelé ces encodings. En fait, les encodings ne sont qu'une extraction de ce qu'on appelle les features. Donc, je vous renvoie à la première vidéo si vous voulez comprendre l'IA dans la profondeur. Les features sont en réalité les caractéristiques, on va dire, représentatives d'un système. Un exemple, ce serait de dire que tout système peut être représenté avec plein de colonnes, okay, y compris un visage, un objet, ce que vous voulez, plein de colonnes. Et toutes ces colonnes-là, représentant un système, on les appelle des features. Okay. Et donc les features, il y a plusieurs moyens de les construire. Il y a, je vous renvoie vers la première vidéo, la manière avec les systèmes experts. Okay, je vais appeler système expert, SE, les SIAD, ce que vous voulez. Okay, on va mettre les systèmes experts. Si vous vous souvenez de la première vidéo, je vous ai également parlé du machine learning. Et en troisième, je vous ai parlé du deep learning. Donc, il y a ici l'intelligence artificielle, il y a le domaine des systèmes experts ici, il y a le domaine du machine learning, et à l'intérieur du machine learning, il y a le domaine du deep learning. Okay, c'est comme ça que ça se représente. Eh bien, figurez-vous qu'en reconnaissance faciale, il s'est passé exactement la même démarche au fur et à mesure des années. Ça a commencé tout simplement avec des visages. Comme ça. Vous voyez que je dessine très bien, hein. Je dessine hop, une petite personne, je dessine le contour de ses yeux, les sourcils, ça c'est le nez, la bouche, lèvres supérieures, lèvres inférieures, et j'ai globalement fait sa représentation. Eh bien, les premiers algorithmes de reconnaissance faciale passaient avec, on va dire, des filtres qui étaient capables de, on va dire, détecter les yeux. Hop. Les yeux, c'est facile à détecter parce qu'en réalité, c'est une grosse bande noire sur votre visage. Donc si je fais des analyses juste de densité de pixels, donc en gros, est-ce que les pixels sont plutôt blancs ou ils sont plutôt noirs, j'arrive à trouver une grosse bande là, et je sais qu'il y a une autre bande sur votre visage, c'est la bande de la bouche. Donc j'ai deux bandes noires, et dans le visage, j'ai une bande claire, que je vais peut-être changer de couleur, qui est le nez. Ben oui, un nez bien éclairé, ça devient tout blanc. Donc un visage, finalement, on peut le représenter de cette manière-là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire de la biométrie en tant que telle. C'est-à-dire, quelle est la hauteur du visage? Quelle est la distance des yeux? Quelle est la largeur des yeux? Quelle est la largeur de la bouche? Etc., etc., etc. Tout ça, ça devient dans la base de données, et on va toujours garder le même système. L'individu A, je vais dire l'individu, hop. L'individu A, il va avoir plusieurs colonnes pour le représenter. La colonne 1 étant la distance des yeux, la colonne 2 pouvant être la largeur des yeux, la colonne 3 pouvant être la hauteur du visage, ça pourrait être la largeur des lèvres, etc., etc., etc. Donc je peux représenter chaque individu avec plein de colonnes, et chaque colonne étant une mesure, une biométrie, une mesure physique du visage. Okay, donc vous avez l'individu A, B, C, il va avoir des valeurs 6, 7, 12, 24, 38, 22, 35, 23, 18, etc., etc. Okay, et donc quand un nouvel individu arrive, je retrouve les bandes caractéristiques des yeux, de la bouche, du nez et autres, je réextrais les mesures biométriques, et encore une fois, je vais venir minimiser les distances, et dire, tiens, il y a 8, 12, 23, 42, qui sont la distance, enfin, donc en gros, les différences de mesure sur chacune des colonnes entre l'individu que je cherche à qualifier et la base de données. Je trouve qui a le minimum,
et du coup je dis que l'individu est le premier puisque c'est la distance la plus petite. Donc en gros, la mesure la plus petite. C'est très simple. Ça, je vais appeler ça que c'est un système expert, parce qu'en réalité, on a codé nous-mêmes ce qu'un expert nous a dit. L'expert nous a dit, il faut déterminer les valeurs entre ces points, et s'il a l'éclairage entre ces pixels à tel niveau de différence, alors ça veut dire qu'on est passé de la pupille au reste de l'œil, alors ça veut dire que c'est le coin de l'œil, etc., etc. Donc en fait, vous avez écouté quelqu'un parler, vous expliquer la biométrie, vous avez codé vous-même les features. Et vous avez vous avez fait plein de if pour arriver à ces mesures-là. Donc je vais dire que c'est un système expert, même si ça s'approche du machine learning, mais on va dire que c'est le système expert. Ok ? Maintenant, le machine learning. En machine learning, quand je dis machine learning, c'est un système qui va être capable d'être peut-être un petit peu plus intelligent, un petit peu plus autonome, je vais dire ça. Vous allez avoir toujours un visage, des yeux, hop, des sourcils, un nez, une bouche, et globalement, j'ai fait le tour. Eh bien, là, ça va être légèrement différent. Je vais prendre, si j'y arrive, je vais prendre mon téléphone. Ok, hop. Qu'est-ce qui se passe quand j'éclaire le visage? Regardez, hop, j'ai mis la lumière, je tourne autour de mon visage. Et vous voyez apparaître les ombres de mon visage. C'est-à-dire que mon nez se dégage au fur et à mesure que je tourne autour de mon visage. Idem auprès de la bouche, les jeux d'ombre vont faire ressortir les traits de mon visage. Ce qui veut dire que si je suis un petit peu malin, je peux prendre une image, je peux passer ce qu'on appelle des filtres. Donc les filtres vont être des choses qui vont permettre de faire ressortir, on va dire, des coins, des ombres, en jouant sur ce qu'on appelle des kernels. Sans rentrer dans le détail, c'est exactement pareil que ma lampe torche qui m'éclaire à différents statuts mon visage et me permet de dégager, on va dire, les coins saillants, les lignes saillantes de mon visage. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va pouvoir regarder l'intensité des pixels. Donc là, on va regarder quelque chose de particulier. En fait, qu'est-ce que c'est que une image? Une image, c'est une grille de plein de pixels. Une grille de plein de pixels, donc ça c'est une image. Tac, 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 tac. Là, je vais juste vous dessiner la bouche, ok? La bouche, elle va faire ça. Et ça, par exemple. Et donc, en réalité, une bouche, ça va être un pixel ici, un pixel fort ici, un pixel fort ici, etc. Pixel fort, je dis pixel foncé. Foncé ici. Hop, je vais colorier tous ceux qui sont foncés, tout simplement. Donc voilà, vous avez une bouche sur représentation de pixels. C'est pixelisé dans le sens où c'est pas très très droit, courbe, mais on a une représentation d'une bouche de façon pixelisée. Oups là. Hop, peut-être prendre un crayon plus gros. Voilà, j'ai dessiné une bouche en mode pixel. Si je regarde les pixels autour d'un premier pixel qui serait par exemple celui-là, je vais dire, ah bah dis donc, c'est intense par la droite. Par contre, par la gauche, c'est pas très intense. Normal, votre lèvre, elle est plutôt foncée dans une forme de ligne. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais écrire le vecteur dans ce sens-là. La puissance de, on va dire, de l'affichage, on va dire de la représentation des pixels, va aller dans le sens où la couleur est la plus forte sur les voisins. Quand je vais arriver ici, je vais avoir quelque chose qui va plutôt aller dans ce sens-là. Bah oui, j'ai été poussé par là, parce que c'est quand même assez fort, c'est assez foncé par la gauche, mais c'est aussi assez foncé par le bas. Ici, je vais te pousser des deux côtés. Ici, je vais te pousser en diagonale. Ici, je vais te pousser en diagonale, etc., etc. Qu'est-ce que vous voyez arriver? Vous voyez arriver ce qu'on appelle des vecteurs. Et là, vous êtes capable de faire une représentation vectorielle du visage. Et ça, c'est très puissant. Ça veut dire que vous êtes capable, de façon quasi automatique, de récupérer les traits du visage. C'est drôle, en français, on parle de traits du visage. C'est exactement ce qu'on a fait là. Et donc, mon visage va ressembler à quoi? Mon visage va ressembler à une représentation. Si je vous fais une représentation humaine, entre guillemets, ça va ressembler à ça. Mathématique, si je devais représenter mathématiquement ce qui se passe, j'ai plein de vecteurs qui bougent dans tous les sens. Et quand j'arrive sur des endroits où il ne se passe rien,
le vecteur, il est zéro, quoi. Il bouge pas du tout. Hop, je vais arriver vers le nez. Hop, ça va se dégager par là. Ça va se dégager par là. Ça va se dégager comme ça. Etc. etc. Les yeux, ça va faire plein de petits vecteurs qui tournent autour. Et là, vous avez vu que j'étais capable d'extraire les traits du visage d'un individu. Ça, c'est un encoding, on appelle ça du HOG. Donc ça s'appelle histogramme of gradients. L'histogramme des gradients. Donc les gradients, ce sont, on va dire, les différentiels. Les deltas, les diffs, les dérivés, on va dire. J'ai réussi à prendre ça. Je vais avoir les individus, ici. Et ici, je vais avoir tous les vecteurs. Et j'ai plein de vecteurs. Ok ? Et je vais les prendre ici. Et j'ai plein de vecteurs, etc. Donc il y en a qui vont être... Le premier va être comme ça, le deuxième peut être comme ça, le troisième peut être comme ça. Ils vont tous avoir une direction, finalement, un sens et une longueur. Et ça, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que quand un nouvel individu arrive, on est toujours dans la même logique, un nouvel individu arrive, je le passe dans mon HOG, donc je fais un histogramme des gradients, donc je refais exactement le même algorithme que ce que j'ai fait précédemment pour construire ma base de données. Je vais chercher à minimiser les distances de mes vecteurs nouvellement acquis avec le nouvel individu versus ce qui existe dans la base de données. Je détermine les distances, 8, 23, 2, 55. Je dis intéressant, les distances minimisées avec le nouvel individu sont ici, c'est donc l'individu C. Toujours le même concept, sauf que cette fois, je n'ai pas utilisé des éléments géométriques comme la première fois, mais bien des éléments, je vais appeler ça plus mathématiques, plus intuitifs pour la machine, un petit peu moins pour l'humain. Hop, on a fait les systèmes experts, on a fait plutôt le machine learning, on va aller un petit peu plus dans le deep learning. Le deep learning, je vous l'ai expliqué au début, parce que pour moi, je trouve que c'est la façon la plus simple d'expliquer les systèmes de comparaison. Pour le deep learning, on va tout simplement passer un réseau de neurones sur le visage de l'individu. Hop, on va extraire donc on a construit notre base de données, comme je vous expliquais, on avait les réseaux de neurones, blablabla, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. On a pris l'avant-dernière couche, donc pas la couche de classification. On a construit notre base de données A, B, C, D. Ici, on a déterminé les poids de... Alors, je vais dire alpha et bêta. Je vais dire comme ça. Donc, on va avoir une représentation qui est alpha, bêta. On va continuer comme ça. Je vais simplifier parce que normalement, il y a le poids et les biais, mais on va faire comme ça. On va dire qu'on met les poids dans le système. On va avoir alpha, du coup, hop là. Alpha A, bêta A, gamma A, etc., etc. Ici, on va avoir alpha B, bêta B, etc., etc. Ok ? On continue. Quand un nouvel individu arrive, comme j'expliquais tout à l'heure, on le passe dans ce même réseau de neurones. On va extraire encore une fois l'avant-dernière couche. On va en déterminer alpha de l'individu, on va l'appeler comment cet individu, l'individu Z. Voilà. On va avoir alpha de Z, bêta de Z, etc., etc. On va comparer les alpha A moins alpha Z, bêta A moins bêta Z, etc. On va chercher à minimiser ces distances tout au long du scan de la base de données. Je vais obtenir 28, 43, 22, 68. Et j'ai dit 22, j'ai écrit 28. 22, 68. Intéressant, il semblerait que ce soit l'individu C. Donc Z est égal à C, tout simplement. Voilà, on en a globalement terminé avec la théorie. Rien de bien compliqué. Avant de vous laisser partir, je voudrais vous amener un article qui est extrêmement bien rédigé. Il y en a trop peu qui sont rédigés aussi bien sur la reconnaissance faciale. Il s'appelle Real-Time Face Detection and Recognition with SVM and HOG Features. Il est vraiment excellent. Peut-être que vous n'allez pas tout comprendre. Il n'y a pas beaucoup de maths. Très franchement, il y a peut-être quelques termes que vous allez passer. C'est accessible à tout le monde.
très franchement. Et ça va vous expliquer en détail ce que moi je vous expliquais auparavant. C'est pour moi le meilleur article sur le sujet, le meilleur article de vulgarisation sur le sujet. Autre chose que je voulais vous dire, je ne connais pas tous les systèmes, et en particulier les systèmes des compagnies privées, comme par exemple Thales. Il faut savoir que c'est un domaine qui touche à la sécurité, et dès qu'on touche à la sécurité, les choses deviennent beaucoup plus secrètes. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est basé sur mes recherches sur les papiers de recherche, mes recherches sur les outils open source, je vais l'appeler ça le reverse engineering du code open source. Voilà, c'est pour se donner un petit peu des grands airs, mais en réalité, j'ai juste regardé le code et comment c'était fait et qu'est-ce qui avait été implémenté derrière. Et globalement, je vous ai fait un gros résumé. La prochaine vidéo, on va se voir pour faire un système de reconnaissance faciale basé sur des outils open source. Ça va durer à peu près 15 minutes. À la fin de la prochaine vidéo, je vous demanderai de faire un petit exercice chez vous. Je vous donnerai un voucher pour vous entraîner, donc un bon pour vous entraîner sur les infrastructures d'OVH Clone. Et on se retrouvera la semaine d'après pour faire la correction. Il va être un petit peu marrant cet exercice que je vous donnerai parce qu'on va faire de l'OSINT, donc de l'Open Source Intelligence. Donc on va utiliser des données qui sont libres sur Internet, disponibles sur Internet, et on va essayer de les cruncher et d'en récupérer des informations, un peu comme le ferait, je ne sais pas moi, la DGSE par exemple, pour en déduire nous-mêmes, petits péons de la population, un certain nombre d'éléments, et vous allez voir qu'en fait ces outils sont ultra puissants et qu'on est capable nous-mêmes de faire de l'open source intelligence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre en commentaire de la vidéo si oui ou non vous êtes pour la reconnaissance faciale. Qu'est-ce qui vous gêne dedans? Qu'est-ce que vous appréciez? Qu'est-ce que vous voyez comme capacité dans le futur? Et puis aussi pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le repartager sur les réseaux sociaux. Voilà, on se retrouve vendredi pour la vidéo de pratique. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao! Yeah.